deux défenseurs des droits de l'homme. Il s'agit de Maître Thomas Nzolani à ma droite. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, Maître. Bonsoir. Maître Thomas Nzolani est avocat au barreau de Brazzaville. C'est bien sûr. Et à ma gauche, Monsieur Luamba Moké. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame la journaliste. Vous êtes président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, c'est bien ça? Exactement. Alors, première question, en tant qu'activiste des droits de l'homme, quelle lecture faites-vous du travail des journalistes congolais? Je veux commencer à m'adresser à Maître Nzolani. Merci, Madame la journaliste. Le travail du journalisme au Congo, tout comme d'ailleurs sous d'autres cieux, a ses lettres de noblesse, mais connaît également certaines difficultés qui sont d'ordre à la fois objectif, mais parfois aussi subjectif. Et je pense que les journalistes, en ce qui concerne notre pays, ont le souci majeur, à mon entendement, c'est qu'ils n'accordent pas beaucoup du temps à la formation et à la recherche. Ils sont très avides, très gourmands, passez-moi l'expression, madame, des informations tous azimuts. Au point où on se pose la question de savoir si le but poursuivi, c'est vraiment de respecter et de faire respecter non seulement le droit à l'information, mais aussi le droit d'être informé des citoyens, ou alors ils poursuivent en priorité un but tout à fait lucratif, c'est-à-dire le souci de profit. Vous mettez en cause la question de formation, c'est ça? La question de formation, je pense, est cruciale pour ce qui est de journalisme aujourd'hui dans notre pays. Alors, qu'en pense M. Luamba Moké? Madame la journaliste, vous savez que le métier de journaliste est un métier très délicat. Très délicat dans le fait où, quand vous regardez au niveau du système des Nations Unies, il y a tout un encadrement, il y a un rapporteur spécial sur ces questions pour faire le suivi du travail du journaliste. Et ensuite, au niveau du système africain, comme l'Union africaine, il y a aussi un système, c'est-à-dire un rapporteur spécial qui s'occupe sur les questions effectivement du travail du journaliste. C'est pour dire que c'est un travail très délicat. Parce que pour moi, j'ai toujours dit que le journaliste, c'est le premier défenseur des droits de l'homme. C'est le journaliste qui donne l'information. Alors, est-ce que dans notre pays, nous avons effectivement cette défaillance? Parce que le journaliste congolais, il est dans l'ensemble tout. Il fait tout. On n'a pas des spécialistes sur des questions du journalisme. Parce que on n'a pas de journalistes qui sont spécialisés sur les questions des conflits armés. Ils se sont formés. Oui. Donc c'est le socle, c'est la formation. Et nous, on n'a pas une école de formation au niveau de notre pays. Or, la formation, c'est le facteur important, le facteur fondamental pour que le journaliste puisse essayer de convaincre, essayer de défendre ce qu'il peut effectivement mettre à la disposition de la population. Donc vous voulez dire par là que tous ces journalistes qui sortent de l'université Marien Wabi ne répondent pas à l'attente des populations? Non, mais c'est pas je vois que c'est tout un système. Hein. Ne regardons pas le journaliste comme en tant que journaliste, mais il faut regarder le système. Le journaliste travaille dans un système. Est-ce que ce système-là donne la possibilité aux journalistes de s'exprimer correctement? De quel système fait? Mais nous avons des médias d'État, des médias privés. Et nous, qui sommes sur le terrain, nous constatons qu'il y a certains médias, certains journalistes qui connaissent mieux leur travail, mais qui n'ont pas cette possibilité, mais qui se retrouvent devant la censure. Là, vous n'êtes plus seulement sur la question de la formation, vous fleurez un peu la question de la liberté aussi. Mais là on peut... C'est plus seulement la formation et la liberté. Il y a la formation, c'est vrai, mais il y a aussi... Parce qu'il y a une formation générale. Mais nous voulons que nous puissions voir des journalistes
dans le cadre de la formation de la spécialité. Voilà, donc vous êtes journaliste, mais vous êtes journaliste par exemple de guerre. Est-ce qu'on en a au Congo? C'est ça le grand problème. Les journalistes économiques, les journalistes sur les questions d'éducation. Aujourd'hui, nous avons une crise éducationnelle. Nous devons avoir des journalistes parce que le journaliste, c'est lui qui informe. Celui qui informe. La population attend cela. Oui, donc voilà un peu, lorsqu'on peut décortiquer la presse congolaise, vous allez constater que la plupart des Congolais regardent pas la presse congolaise, mais la presse d'ailleurs. Pourquoi? Il faut qu'on s'interroge. Alors, je veux poursuivre avec vous, monsieur Laurent Mouquet. Doit-on se satisfaire aujourd'hui de savoir qu'au Congo, aucun journaliste n'a été arrêté, jugé et condamné pour son travail? Vous voyez, c'est une question très délicate. Être condamné ou être arrêté, ce sont des phrases qu'on nous donne, on nous dit cela, on écoute ça comme au Congo, auquel j'en ai arrêté. C'est vrai, il y a des journalistes, vous le connaissez, il y a certains journalistes qui ont été tabassés ici, parce qu'ils ont voulu effectivement... Condamnés et jugés. Mais condamnés, même lorsqu'on arrive à vous tabasser, mais c'est déjà vers cette condamnation. Mais oui, mais effectivement, si les journalistes ne sont pas condamnés, parce que les journalistes prennent aussi des précautions pour ne pas donner même une information qui est vraie, mais qui peut être effectivement, qui peut vous amener à une condamnation. Voilà pourquoi nos journalistes préfèrent ne pas donner ces informations qui sont parfois des informations réelles, mais d'être un peu effectivement vagues dans l'information qu'ils donnent à la population. Maître Zolani, vous êtes quand même avocat au barreau de Brazzaville. Est-ce qu'on peut se satisfaire aujourd'hui du fait que les journalistes congolais, aucun journaliste congolais jusque-là n'a été condamné et jugé? Vous savez, madame, vous posez là le problème de la dépénalisation du délit de presse. En réalité, ce concept que les journalistes congolais chantent et répètent avec beaucoup d'enthousiasme n'est qu'une fiction. Parce que il y a un paradoxe, madame, je fais une sorte de parenthèse. Il y a un paradoxe, c'est que nos journalistes aiment bien informer, mais n'aiment pas s'informer. Par rapport, par exemple, aux instruments juridiques qui régissent et organisent leur profession. Il y a comme une ignorance volontaire des lois qui devait leur servir de source d'inspiration. Je vais quand même rappeler quelque chose, maître, permettez-le-moi, que les journalistes congolais n'ont pas aussi facilement l'accès à l'information. Généralement, quand ils arrivent quelque part, nous voudrions faire, je ne sais pas, une analyse sur tel ou tel sujet, on a besoin de telle ou telle information, on est souvent soumise à une phrase du genre on n'a pas eu l'autorisation de la hiérarchie, mais de quelle hiérarchie parle toujours-t-on? Oui, madame, là, sur ce point, c'est quand il s'agit de rechercher l'information. Justement, mais s'informer pour un journaliste, c'est rechercher. Mais il y a aussi s'armer des instruments de la déontologie, par exemple. Cela également fait partie de l'information pour un journaliste, savoir quels sont ses droits et quels sont ses devoirs pour telle ou telle autre nature d'information. Je prends un exemple. Nous avons certaines lois qui régissent cette profession au niveau universel. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple l'article 19, qui consacre bien la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Encore, ces concepts parfois créent une certaine confusion. Mais il y a également une vieille loi qui aujourd'hui est dans les oubliettes, ce qui est tout à fait normal, la loi Lipou Massala, la loi numéro 30 du 2 juillet 1996 portant sur la liberté de la presse au Congo. Mais il a été quand même remplacé par une nouvelle loi qui est encore en vigueur, qui est encore d'application. Aujourd'hui, je pense à la loi numéro 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information, la liberté de l'information et de la communication. Mais ils ne s'informent pas. Ils disent tout simplement qu'aujourd'hui, il n'y a plus les délits de presse, il n'y a plus l'emprisonnement, il n'y a plus l'aspect pénal. Non. Cette loi n'a pas consacré la dépénalisation des délits de presse, puisque la récidive est quand même une punition
punissable de peine pénale. C'est-à-dire, expose le journaliste à des poursuites pénales. En ce moment-là, le journaliste doit savoir où peut commencer sa liberté et où doit s'arrêter sa liberté. C'est-à-dire, nos journalistes ne font pas suffisamment d'efforts pour concilier deux impératifs, malheureusement, qui sont plus ou moins opposés, à savoir l'exercice, la liberté de l'exercice de sa profession, mais aussi de l'autre côté, le respect des droits des personnes. Et à ce niveau, je pense qu'il y a beaucoup de défaillances au point où on se pose la question de savoir est-ce que nos journalistes ont pour souci tout simplement de balancer tout ce qui tombe entre leurs mains sur la place publique, ou alors ils les analysent pour faire aussi le choix de l'information. Non seulement le choix de l'information à donner, mais aussi la façon de la donner. Parfois, il arrive qu'ils se préoccupent plus du sensationnel que de l'objectivité. Alors, je vais passer à M. Lomba-Moké, la journée internationale de la liberté de la presse, que vient d'évoquer Maître Nzolani tout à l'heure, c'est déjà demain. Et le thème choisi cette année est Médias pour la démocratie, journalisme et élections en période de désinformation. Quel jugement fondez-vous sur l'activité des médias et le travail des acteurs politiques? Est-ce de la rigueur, du copinage, de la manipulation ou encore de la responsabilité? Madame la journaliste, c'est une question très délicate parce que là nous rentrons dans les piliers de la démocratie. Or les piliers de la démocratie veut qu'il y ait effectivement la liberté d'expression et l'accès à l'information, la liberté de communication. Et là, tout à l'heure, vous avez bien dit, vous avez parlé que le journaliste a des difficultés parfois d'aller à l'accès à l'information. Et c'est ça aussi pendant les élections. Pendant les élections, les journalistes ont du mal à aller vers la réalité des élections. Vous voyez que parfois, lorsque l'Internet ne fonctionne plus, lorsque le SMS est arrêté, lorsqu'il n'y a plus de communication, mais comment le journaliste va travailler? C'est déjà un blocus. C'est déjà une violation flagrante du travail du journaliste. Alors là, le journaliste, dans ce cas-là, ne va que recueillir ce que l'homme politique, à cette époque, va dire. Comme dans ma circonscription, voilà, j'ai eu tant de voir. Parce que le journaliste n'a pas eu le temps matériel de vérifier. Et est-ce que ça, je ne peux pas... Ça, c'est ce que nous appelons la censure. Oui, donc, c'est pour dire que parler de copinage au niveau des journalistes, non, il y a des journalistes qui vous donnent la réelle information, mais qui risquent, en donnant la réelle information, de ne plus être reçus par l'homme. Parce que l'homme politique a son agenda, sa feuille de route, et parfois impose aux journalistes de faire respecter et de respecter cette feuille de route. Et surtout pendant les élections, c'est le moment le plus crucial. Et le plus crucial pour le journaliste, le plus crucial pour l'homme politique qui veut effectivement gagner, soit en trichant, mais quand le journaliste va donner l'information, là aussi ça pose un grand problème. La liberté d'expression. Ceux qui suivent ne peuvent pas comprendre qu'il y a eu un blocage quelque part en termes de recherche d'information, hein. C'est ça le problème. Oui, mais non, c'est là aussi il y a un problème, le travail du journaliste. Après, c'est le journaliste qui subit critique et tout ça. C'est ce qui fait que quand le journaliste subit, c'est parce qu'il veut subir. C'est parce que nous avons parfois des médias fermés. Et surtout, je vous dis, les médias d'État ne nous donnent pas la possibilité de s'exprimer. Si on peut vous parler de ces questions de médias de l'État, dans l'heure du respect, vous pouvez dire, écoutez, c'est pas la peine d'aller effectivement faire des émissions ou d'aller travailler avec... parce que il y a une ligne, comment ils appellent, une ligne éditoriale que vous ne devez pas dépasser, que vous devez respecter. C'est là où nous parlons de la censure du journaliste. C'est-à-dire qu'on censure le journaliste déjà. Et il ne peut pas aller au-delà de sa formation. Il s'étouffe. Voilà pourquoi les journalistes, à un moment donné, ont des difficultés dans le travail, surtout en période électorale. Maître Nzolani, vous êtes quand même un homme de droit entre le travail du journaliste et celui de l'acteur politique. Quelle analyse faites-vous? Je dirais que
à la base, que ce soit l'homme politique, que ce soit le journaliste, les deux doivent être animés dans un premier temps par le souci de l'intérêt général. Et l'intérêt général suppose que l'homme politique met à la disposition du journaliste les informations nécessaires pour lui permettre de rendre son travail non seulement fiable, mais aussi profitable au commun des mortels, au plus grand nombre. Mais malheureusement, comme on dit souvent, comme l'intérêt guide l'homme, et ceci est valable pour l'homme politique comme pour le journaliste, il arrive que certains journalistes en période électorale deviennent tout simplement, excusez-moi madame, je ne trouve pas un mot plus juste, deviennent des simples griots. Ils deviennent des agents publicitaires, parfois d'une réalité qui n'en est pas une. Ils vous donnent les informations en faveur de tel ou tel autre homme politique. Ce n'est pas parce qu'il a le souci d'informer, non, parce qu'il sait que derrière cette publicité, parfois tout à fait fantaisiste. Vous voulez dire par là que le journaliste congolais ne contribue pas à l'éclosion et à la consolidation d'une démocratie pluraliste? Si, il faut quand même leur reconnaître ce mérite, avec les moyens, la précarité parfois qui caractérise certains secteurs, ils se sacrifient quand même à contribuer à l'édification d'une société démocratique véritable. Mais malheureusement, ils sont limités, pas seulement par des moyens, mais aussi par leur manque d'impartialité. Parfois, ils se laissent, je me demande même s'ils se laissent corrompre, ou alors ils sollicitent qu'ils soient corrompus, certainement dans un but tout à fait égoïste. Et l'homme politique qui se retrouve devant un journaliste, qui est sur le point de sacrifier pas son serment, mais à sacrifier son idéal, eh bien, il est obligé d'en tirer profit. Quand on dit contre vent et marée, ben c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, il se pose ici le problème de l'indépendance du journaliste, de l'objectivité du journaliste. On n'a plus assez de temps. Je vais terminer par M. London Moké à l'occasion de la célébration demain de la journée internationale de la presse. Quel vœu formulez-vous à l'endroit des journalistes congolais? Très rapidement. Le vœu est là parce que c'est un moment crucial, un moment important pour que chaque journaliste se mette en cause, de voir un peu quel est le travail, comme tout à l'heure vous avez dit. Le journaliste, c'est dans le cas effectivement de la consolidation de la paix, et quand il n'y a pas de paix, ça pose un problème. Donc chaque 3 mains, lorsque les journalistes se retrouvent, c'est pour essayer de faire l'autopsie, le diagnostic de leur travail et comment avancer et comment effectivement laisser les vieilles habitudes pour que la démocratie de notre pays devienne une véritable démocratie. Voilà, c'est vrai qu'on n'a plus assez de temps. Est-ce que Maître peut dire un petit mot aussi à l'endroit